Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On débriefe l'étape numéro 20 de ce Tour d'Italie 2022. Il est 21 h au moment où j'enregistre, donc on va essayer de faire assez vite. De toute manière, je pense qu'il n'y a pas très long à faire. Aujourd'hui, c'était jour de vérité. On aurait pu craindre que ça attende le contre-la-montre. Heureusement, il y a eu une belle bagarre entre les deux leaders, même si la bagarre a quand même été courte. Au final, parce que Carapaz a craqué assez vite, je dirais, il n'a pas fallu énormément de coups de butoir de la part de la Bora pour faire craquer Carapaz. Comme quoi, alors on sait toujours que l'impression visuelle, il faut s'en méfier, mais l'impression visuelle autour de Jay Hindley était bonne. Et comme quoi, les attaques peu tranchantes de Carapaz laissaient bien augurer peut-être quelque chose de pas très bon, mais aujourd'hui, on s'attendait quand même pas à ce qu'il perde 1 minute 30 dans l'affaire Carapaz. Il finit derrière Hugh Carty. Enfin voilà, il finit derrière beaucoup de monde aujourd'hui, Carapaz seulement. 11e de l'étape, derrière Kemna, derrière Landa, qui pourtant n'a pas fait une très grande journée. Mikel Landa, il est dans le top 10, mais il est derrière Hugh Carty et derrière pas mal de coureurs de l'échappée. Et puis surtout derrière Jay Hindley. Mais Carapaz a vraiment complètement explosé aujourd'hui. Seulement 10 secondes devant Fortunato, qui lui aussi n'a pas fait un grand Giro. 30 secondes devant Ian Hirt. Voilà, ça a été une journée compliquée pour le coureur équatorien. Il n'a pas réussi à doubler la mise. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, ça a lâché dans la tête. Quand il a vu que l'écart dépassait la 50 secondes, 40 secondes, 50 secondes, il a compris que c'était fini, parce que le contre-la-montre final, vous pouvez reprendre 30 secondes sur un Jay Hindley en étant Carapaz, mais c'est difficile de faire mieux. Là, la course est jouée. Il faudrait que Jay Hindley tombe du côté de Vérone. On n'espère pas, surtout pas. Mais il y a une 25 désormais d'avance pour Hindley sur Carapaz. 17 km de contre-la-montre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il perde... il y a 17 km... On est à 1,25, bien entendu, ça ne va pas être facile à calculer. Donc on a 60, ça doit nous faire 85. Donc ça fait au moins ça doit être au moins du 3-4 secondes par kilomètre. En sachant qu'il y a 3-4 km de montée demain. Voilà, ça semble jouer pour Jay Hindley, ça semble en défaveur totalement de Carapaz. Il faudrait un miracle. Il faudra même qu'il se méfie, Carapaz, car l'écart avec Landa n'est que de 25 secondes. S'il est vraiment cramé, alors il faudrait quand même un miracle. Il faudrait que Carapaz soit cramé et que Landa sorte un contre-la-montre au-delà de ses tripes. Mais bon, on ne sait jamais avec le cyclisme et le Giro. Parfois, on a des grosses surprises lors des dernières journées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas à mettre la cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications. Ça, c'est vraiment le Saint Graal. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Carapaz, de Jay Hindley, ce que vous avez pensé également des Français sur ce Giro. On va faire un petit bilan des Français dans cette vidéo, parce que du côté des Bleus, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc aujourd'hui, une victoire spectaculaire d'un coureur que j'aime bien en plus, que ça soit au général. Après, j'ai pas de... Carapaz, Hindley, ce sont des coureurs que je trouve sont spectaculaires. Et moi, j'aime bien ça, à la limite je vous le dis toujours, du débile non aussi. Mais j'aime bien Alessandro Covi, vous le savez. J'en parle assez régulièrement sur la chaîne, donc je suis assez content. En plus, il remporte une belle étape de montagne. Ça montre qu'il a un potentiel, ce coureur-là, quand même, en termes de chasseur d'étape, parce qu'il n'est pas mauvais au sprint. Là, on voit, il fait quand même 50 bornes après son attaque. C'est exceptionnel ce qu'il a fait aujourd'hui. Covi résistait en plus à Novak, qui était vraiment pas très loin dans le final, qui est remonté fort. Donc vraiment une belle perf de la part du coureur italien. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. C'est l'heure un petit peu des bilans sur ce Giro. Du côté du bilan des Bleus, ça a été mitigé.
ça a été mitigé parce que on a eu du bon et du moins bon. Il y a du très bon avec Arnaud Démare. Par exemple, alors je vais pas vous mettre les maillots sur le côté pour le bilan des Bleus, parce que je vais parler de 150 coureurs différents, donc ça va être compliqué et puis assez vite. Il y a la satisfaction Arnaud Démare, belle satisfaction. Voilà, il s'impose au niveau du classement aussi, Clamen. Bon, voilà, il a été vraiment presque intouchable sur les sprints, à part Cavendish. Bon, et Dainese aussi qui avait fait un très bon sprint. Et encore sur le sprint de Dainese, l'organisation n'est pas exceptionnelle de la part d'Agroupama, mais Dainese était très fort ce jour-là. Sinon, dans tous les sprints où il a été présent, il a été bon. C'est important pour Arnaud parce que la situation dans laquelle il était depuis l'année dernière, 2021, pas une très grande saison. Alors, il s'était imposé quand même sur certaines courses, les dernières démarres, mais c'est vrai que j'avais dit, bon, c'était des courses de deuxième division. Voilà, par exemple, les boucles de la Mayenne qui se sont déroulées en ce moment, j'ai pas eu le temps de les regarder. Je pense que même la semaine prochaine, on va peut-être faire ça. On va faire je vais débriefer, je vais revenir sur des courses que j'ai pas eu le temps de faire pendant cette fin de Giro ou pendant ce Giro. Notamment, il y a les courses en Bretagne, il y aura la Mercantour classique quand même. Alors, je ne sais pas si je la ferai mardi ou mercredi. Il y a la F1 aussi quand même, parce que je n'ai pas fait le débrief du Grand Prix d'Espagne, c'est parce que je n'ai pas eu le temps. Il y aura le débrief de Monaco. Je ne sais pas si je ferai même pas un débrief groupé des deux courses. Même si bon, souvent à Monaco il se passe beaucoup de choses, mais du côté voilà, il y aura pas mal de vidéos quand même, il y aura quelques vidéos la semaine prochaine avant d'attaquer le Dauphiné. Du côté d'Arnaud Démare, bah voilà, course qui a été très intéressante pour le coureur français, où il a fait vraiment du bon job. Et puis de l'autre côté, bah, vous avez Romain Bardet, bon, qui abandonne sur maladie, alors que les jambes étaient très bonnes. Donc c'est vrai que c'est très frustrant. Je pense que même, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de regarder le Giro à partir de ce moment-là, ou qui ont eu beaucoup moins de passion pour regarder le Giro à partir de ce moment-là. Et puis Guillaume Martin qui est passé à côté, parce que quand on regarde le top 10, c'est un coureur qui en temps normal aurait fini dans les temps de Jan Hirt. Jan Hirt-Bourman. Puisqu'il était sur les derniers grands tours qu'il a fait, il était à 10 minutes, Guillaume Martin. Donc voilà, il y avait la possibilité de faire 6 ou 7. Il finit 14 parce que je ne le vois pas revenir sur Lucas Hamilton sur le chrono final, reprendre 20 secondes. Donc voilà, c'est une déception, Guillaume Martin. Sivakov a fait du bon boulot chez Ineos. En revanche, il a fait du bon boulot, il a été un lieutenant solide pour Carapaz, même encore aujourd'hui. Michael Scherel, il a fait ce qu'il a pu, mais chez AG2R, c'est vrai que ça a quand même été la grosse déception. AG2R a été assez transparent pendant ces 3 semaines de course. On les a vus quelques fois dans les échappées, mais ça a été compliqué. Félix Gall, il a payé un petit peu son inexpérience. Nance Peters, au final, on l'a encore peu vu. Laurens Nessen, pour les sprints, c'est pas suffisant. Van Dramé a été moins bon que l'année dernière. Et puis Calmejean, des problèmes physiques. Scherel, plus tout jeune. Et puis pas dans le top 20 des grimpeurs non plus, Scherel. Et puis Jaakko Hänninen, comme souvent homme invisible, et Prudhomme, qui a raté quand même une belle occasion, je pense, où voilà, à 900 mètres il relance pas lorsque Démare s'impose. Sinon, du côté des Français, oui, c'est un peu la soupe à la grimace. Alors chez Cofidis, on a beaucoup roulé quand même autour de Guillaume Martin. Je voulais saluer également l'énorme travail de Romain Combeau pendant ces 3 semaines de course, un travail de l'ombre du coureur de la DSM. Dans un premier temps pour protéger Romain Bardet, mais il a aussi pas mal protégé Dainese dans les sprints. Enfin, voilà, il était premier homme, un peu à la team de Klerk. Je trouve qu'il a fait un bon boulot, Romain Combeau. Et en plus, il finit ce Giro, si je ne me trompe pas, parce que des fois je fais des petites erreurs. Donc voilà, belle perte de la part de Romain Combeau, parce que vu les efforts qu'il a fait pendant cette course, ça n'a pas été facile pour le coureur français. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté du coureur au top, on commence par, comme je vous l'ai dit, je pense le vainqueur de ce Giro, Jay Hindley. Jay Hindley qui a été très bon aujourd'hui. C'était le plus fort en montagne, voilà, c'était le plus fort. Je pense aussi que du côté de Jay Hindley, on est monté en puissance sur ces 3 semaines de course. On se souvient, c'était du côté du Blockhaus,
un petit tour en dessous. Mais je vous avais dit au moment du blockhouse, autant moi, Almeida ne m'avait pas impressionné, hein, je vous l'avais dit, autant j'avais dit 3+1. À ce moment-là, j'étais pas sûr de Jane Lay, mais j'avais dit 3, Landa, Bardet, Carapaz. Et puis j'avais dit, il faudra se méfier peut-être de Hindley, ça peut être peut-être la surprise. J'avais dit, voilà, 3+1 pour le général à ce moment-là. Comme quoi, des fois je ne me trompe pas, j'aime bien me lancer des fleurs avec Jane Lay parce que bon, on ne s'attendait pas, peut-être pas à ce qu'il gagne le Giro, mais je m'attendais à ce qu'il puisse faire une bonne perf. Mais il a profité aussi de l'abandon de Bardet, du fait que chez Bahreïn, on s'en mêle un petit peu les pinceaux, mais comme souvent autour de Landa, même si ça sera important pour Landa, ce podium, on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Et puis Jane Lay, il a été solide parce qu'aujourd'hui, chez Bora, on a tout bien fait. On a tout bien fait parce qu'on met un homme dans l'échappée. Ce que n'a pas réussi à faire Ineos. Donc là déjà, avantage. Quand vous avez un homme dans l'échappée, vous n'êtes pas obligé de rouler derrière. Ensuite, bon, à certains moments, ils ont eu de la chance. Par exemple, la Bahreïn a roulé aujourd'hui. Alors certainement pour Landa, parce que Landa voulait gagner, claquer une étape. Ou pourquoi pas renverser le général. Mais ce qui fait que ils n'ont pas eu à avoir un jeu de dupe avec Ineos au niveau de l'échappée. Voilà. Où on aurait pu laisser partir un coureur, pas rouler derrière et obliger les Bora à quand même rouler. Enfin voilà. On n'a pas joué à un jeu de dupe. Et puis derrière, ils ont profité aussi du fait que chez Ineos, on a perdu Richie Porte. Et je pense que ça a joué dans le final. Même si Sivakov est très bon, il manquait Richie Porte. Il n'avait pas 150 lieutenants au départ Carapaz, au départ de la course. Il a manqué un Richie Porte. Mais j'avais dit, du côté d'Ineos, on roulait très très fort sur les premiers jours de course. On avait beaucoup moins vu la Bora. Ça s'est aussi joué sur cette troisième semaine, avec peut-être plus, enfin sur cette étape, plus de fraîcheur physique du côté de la Bora. Et puis avec un Kemna qui a été très bon aujourd'hui. Alors Kemna, encore une fois, trop irrégulier, c'est un peu son souci, mais vainqueur d'une étape. Et puis là aujourd'hui, il a été très bon en tant qu'équipier autour de Jane Lay. Et puis Jane Lay, c'est enfin la consécration. Lui qui avait fini deuxième derrière Goggenhardt en 2020, enfin il s'impose. Et puis pour la Bora aussi, tu regardes que le recrutement de début de saison, Jane Lay, Vlasov notamment, qui ont été avec Sam Bennett, pour l'instant un peu moins bon Sam Bennett, mais ça commence à monter également en puissance, des recrutements de qualité. Le fait de s'être séparé de Peter Sagan, parce que ça a été le grand transfert, Sagan qui quittait Bora, qui avait conçu l'équipe, parce que je rappelle que l'équipe Bora au départ, c'est la réunification de deux équipes, le team Endura Racer d'un côté et le team Netap de l'autre, qui fusionnent. Donc c'était deux équipes de deuxième division. Netap avait notamment eu Léopold Koenig, pour ceux qui se souviennent, qu'on avait vu sur le Tour de France. Netap avait fait le Tour de France. Endura Racer, ils avaient eu un coureur, je ne sais plus comment il s'appelait, britannique, qui avait fait un gros début de saison, soit en 2013, 2014, 2015 dans ces eaux-là en France, notamment Tour de la Provence, voilà, il avait enquillé les courses. C'était que du dopage. Voilà. Les deux équipes fusionnent lors de l'arrivée de Sagan et de Maïka, qui quitte la Tinkoff, qui s'arrête pour rejoindre la Bora. Il arrive avec le sponsor Vélo Specialized et puis le gros sponsor allemand Bora Hansgrohe. Mais l'équipe avait été conçue autour de Sagan. Cette année, on avait déjà commencé à le sentir l'année dernière, avec un Sagan qui était quand même beaucoup moins présent dans l'effectif. On s'est émancipé totalement de Sagan avec le départ de Peter Sagan. Et ça leur fait un bien fou. Vlasov est très bon. Là encore, Jane Lay s'impose. Bourman retrouve des couleurs aussi. Parce que je rappelle 7e avec un travail qu'il a abattu en tant qu'équipier énorme. Et voilà. Le seul qui a été moins bon, c'est Kelderman pendant ces 3 semaines de course. C'est vrai qu'on avait, quand la course a démarré, on avait des doutes même. Quand on regardait l'effectif, alors moi j'avais pas mis Bourman comme leader, mais j'hésitais entre Kelderman et Hindley. J'avais dit Hindley n'avait pas été très mauvais sur Tirreno, même pas mal. Et de l'autre côté, Kelderman, on ne l'avait pas vu depuis le début de saison. Mais je m'étais dit, le problème c'est le chrono. Mais le fait qu'il n'y ait que 27 km de contre-la-montre avec pas mal de côtes sur ses chronos, ça y est. Puis aujourd'hui, il a été très bon, l'Australien. Voilà.
très fort dans cette troisième semaine aussi, avec des conditions climatiques qui étaient un peu moins fortes en température, ce qui est assez dingue pour un Australien. Mais c'est vrai que le Giro 2020, on avait fini dans des conditions climatiques très fraîches et il avait été bon. Là encore cette année, sur la troisième semaine, c'est là où il fait la différence, dans des conditions climatiques pas forcément très chaudes. Je poursuis avec Covey. Bah, vous savez, tout le bien que je dis à chaque fois d'Alessandro Covey. C'est un coureur vraiment que je trouve fantastique. Très bon sprinter, coureur très polyvalent, qui est également très bon en montagne. Et puis bah, là aujourd'hui, vainqueur de l'étape 20. Grosse étape de montagne. Je rappelle que l'année dernière, sur le Tour d'Italie, il avait fini 3e au Monte Soccolane, derrière notamment Fortunato, et 2e à Montalcino, derrière Mauro Schmid sur l'étape des Strade Bianche. C'est un coureur qui est très polyvalent, parce que je rappelle qu'au Tour de Romandie l'année dernière, il fait 5e d'un sprint. Alors certes au Tour de Romandie, mais quand même. Voilà, il est 5e de la Classique à San-Sébastien également l'année dernière. C'est un coureur vraiment excellent. Moi j'adore son profil, très, très polyvalent. Et puis voilà, bah, encore une fois, victoire de prestige. Aujourd'hui, première victoire sur le Giro. 3e victoire italienne, hein, je crois, sur ce Giro, si je ne me trompe pas. Dainese. Bien entendu, j'ai oublié la 2e victoire italienne, mais là, il y a Covey. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Bah, voilà, il a été très très bon. Tout simplement, le coureur italien. Donc, chapeau. Monsieur Covey. Puis je termine avec Damien Novak, qui a été bon aussi aujourd'hui. Il lui a pas manqué grand-chose à Damien Novak. Je trouve que c'est un coureur très, très prometteur, un lieutenant très prometteur, Damien Novak. Pourtant, il a 26 ans, hein, mais il est en World Tour depuis 2017. Voilà, ça fait depuis 5-6 ans qu'il est en World Tour, mais je l'ai trouvé très bon aujourd'hui. Donc vraiment une belle journée de la part du coureur slovène. Équipier, très bon équipier. C'est son 3e Giro. Il a déjà fait 2 Vuelta et je trouve que vraiment il progresse, Damien Novak, et surtout en montagne. Voilà, hein, parce que c'est vrai qu'avant c'était quand même plutôt un coureur, bon, à la Romain Kobo, comme j'ai dit cette année sur le Giro, c'est-à-dire coureur qui avait tendance à emmener en début de journée, la team de Klerk. Et là, aujourd'hui, il a été vraiment pas mauvais, Damien Novak, et il échoue pour pas grand-chose, hein, face à Covey. Et puis, je voulais saluer également quand même le podium de Landa, qui pour moi va être un podium important pour Mikel Landa, parce que il tournait autour un peu comme Richie Porte. C'est un coureur qui, depuis quelques temps, l'a tourné autour, parce qu'il a déjà un podium sur le Tour d'Italie, mais c'est vrai que ça faisait depuis en 2015, ça remonte quand même déjà, hein, c'était à l'époque où il était chez Astana. Ça faisait depuis quelques temps, depuis qu'il avait rejoint Movistar, puis le Bahreïn, qu'il tournait autour du podium. Et il s'était presque dit, bon bah c'est presque fini pour moi. Et je pense que même chez la Bahreïn, on lui faisait pas si confiance que ça au départ. Et puis regarde, hein, que ça soit Britago, Damien Novak, on a mis quand même pas mal de coureurs en échappée. Et puis au final, il finit 3e. C'est le dernier qui est dans un écart raisonnable, parce qu'il finit à 1,51. Hein, après, Nibali est déjà à quasiment 8 minutes. C'est vrai que les écarts sont dingues, parce qu'un Hugh Carty est 10e à 17,56. Le 20e de la course, c'est Samunen, il a 1,03. 1h03 déjà. Et pour tout vous dire, un Roger Kluge, qui est donc lanterne rouge, est à 7h11, c'est-à-dire à 2 étapes de plat, hein, d'écart avec les hommes de tête. Donc vraiment les écarts sont dingues sur ce Giro. Mais Landa, voilà, ça va lui faire de bien ce podium. Et j'espère que ça lui permettra de reprendre de la confiance en tant que leader pour le classement général. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, le premier c'est Carapaz. Bah oui, hein, aujourd'hui il a craqué, Carapaz. Je vous l'avais dit quand même j'avais cette impression depuis le début de Giro que ses attaques n'étaient pas très tranchantes, que Carapaz était capable d'avoir des attaques un peu plus solides. Et j'avais dit, ça m'inquiète un petit peu. J'ai presque l'impression qu'il n'était pas au top. J'avais eu de nouvelles inquiétudes aussi,
c'était son côté compte d'apothicaire, un peu grippe-sous. Voilà, je vais choper 2 secondes de bonification à droite à gauche. Ça sentait le coureur qui, quand on est sûr de ses forces, on ne fait pas ça. Alors même si Jane Lair a repris 20 secondes de bonification, mais quand on est Carapace, qu'on est presque l'archi-favori de la course, pour beaucoup de gens, c'était pas le cas pour moi, j'avais dit ça sent peut-être pas top. Et puis j'avais dit aussi avant le début de ce Giro, oui, il a pas mal couru, et en plus il a couru quelques jours malade avec la Covid. J'avais dit donc faut voir son début de saison quand même assez difficile à Carapaz. Et puis là, il craque, il prend quand même 1,30 aujourd'hui. C'est violent, hein. En plus il craque vraiment fort dans les derniers kilomètres. Et puis en plus la manière dont Ineos a couru, c'est-à-dire dépenser beaucoup d'énergie dans certaines étapes alors que les gains sont minimes. Je pense au blockhouse, je pense sur d'autres journées où Ineos a roulé très très fort. Lors de l'étape de Guermeil par exemple, Ineos roule fort dans la montée pour des résultats presque nuls en termes d'élimination de favoris ou d'écart en tête de la course. Et ça a eu des conséquences sur les derniers jours. L'abandon de Richie Porte, le fait qu'aujourd'hui Sivakov ait dû faire beaucoup de boulot seul, et à un moment ça a craqué quoi. Ça a craqué et Ineos finit deuxième. Alors faudra voir encore parce que Landa est pas loin, mais je pense que Landa est peut-être déjà content d'être troisième. Mais du côté de Carapace, c'est un petit peu une déception pour lui, je pense. La Jumbo aujourd'hui dans l'échappée, on avait mis 2 hommes devant, Sam Oomen et Lem Reise. Ça ne l'a pas fait. Aujourd'hui, alors que c'était quand même pas, c'était 2 bons grimpeurs, que Sam Oomen était quand même assez frais, je dirais par rapport à d'autres coureurs qui étaient partis déjà pas mal de fois en échappée, qui étaient dans le groupe de tête. Mais ils se sont fait un peu piéger par la course, notamment par Kobe, et ça leur a coûté très cher. Peut-être aussi que le début d'étape qui a été quand même un petit peu rapide, même si ça a été moins le cas que lors de d'autres journées. Ça a été un petit peu compliqué pour eux, mais j'ai l'impression qu'ils se sont fait avoir, qu'ils avaient peut-être les jambes pour faire mieux, mais qu'ils ont un peu couru à contre-temps du côté de la Jumbo-Visma. Et puis je termine avec De La Cruz. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier à abandonner aujourd'hui, David De La Cruz, abandon. Ils ne sont plus que 149 au départ, et ça c'est toujours terrible d'abandonner la veille de l'arrivée quand on a fait beaucoup d'efforts. C'est vrai que on veut arriver, on veut finir un grand tour. Quand on arrive lors de la dernière semaine, on se dit, surtout les 3-4 derniers jours, on se dit j'ai pas fait tous ces efforts pour rien. Même quand je suis équipier, c'est ma petite carotte d'être un peu finisseur. C'est un peu comme sur les Ironman. On peut dire j'ai fini la course. Par exemple, Wim van Sevenant, il peut dire j'ai fini mes grands tours. J'ai fini Lanterne Rouge, mais j'ai fini 3 Tours de France en étant Lanterne Rouge. David De La Cruz, il ne pourra pas dire ça. Il ne pourra pas dire j'ai fini le Giro aux côtés de Vincenzo Nibali. Et ça, c'est toujours terrible. Pour un coureur, c'est toujours difficile. Alors même si demain, c'était pas les Champs-Élysées, mais c'était quand même les arènes de Vérone, même si c'était un contre-la-montre, tu pouvais le faire en dedans. C'est un peu terrible quand même pour De La Cruz, qui avait fait le plus dur. Donc voilà, petit bonnet d'âne on va dire, mais c'est surtout pour mettre en avant David De La Cruz, qui est un bon coureur. Et aujourd'hui, ça ne l'a pas fait. Comme quoi, ce Giro a quand même été très compliqué pour les bons coureurs, parce que quand on regarde, il y a eu peu d'abandons, je crois qu'on est à 25 abandons, ils sont quand même encore 149 à l'arrivée. Par contre, on a perdu quand même Almeida, Yates, Bardet, du côté des sprints, Nizzolo, Caleb Ewan, Guermeil, Tom Dumoulin également parmi les grands coureurs, Caseido, on peut dire également du côté de EF, Taif Sassion et Cepeda qui a abandonné également avant le départ de l'étape 19. Bon, même si Cepeda a un petit peu passé la course dans l'ombre. Richie Porte, Jan Tratnik, Maresco, Miguel André Lopez, De La Cruz. On a perdu quand même énormément d'outsiders, très bons coureurs. Sur ce Giro, ça a été dur pour les bons coureurs. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, présentation de l'étape 7h30, elle est déjà en ligne. Débrief
à 21h. Normalement, ou un peu après, hein, vous voyez qu'en ce moment c'est compliqué de tenir les horaires. Du côté du contre-la-montre de ce Giro et de cette dernière étape, je pense que j'aurais pas grand chose à dire en plus sur cette dernière étape. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.